Bonjour, donc je suis Nicolas Desroches, j'ai 43 ans et si je devais utiliser un mot pour me définir, je dirais miraculé. Je le préfère à ressusciter parce que ça fait un peu trop christique. Le samedi 2 octobre 2021, en fait j'étais à mon entraînement de natation, je nage entre 3 à 4 à 5 fois par semaine. Et j'ai juste eu le temps de sortir de l'eau, en fait, et je me suis effondré sur la margelle de la piscine. J'ai fait ce qu'on appelle une mort subite. Donc j'ai eu la chance d'être rattrapé. Le dernier souvenir que j'ai quand je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, c'est de nager. Et on m'a appris en fait que j'ai passé 5 jours dans le coma. J'ai été rattrapé en fait par quelqu'un qui nage. On ne sait pas qui se cache derrière le maillot de bain. Je nage avec un gynéco qui en fait, un nageur qui est gynéco, et il y avait un médecin généraliste, donc ils m'ont sauvé, ils m'ont rattrapé. Comme en fait vous l'a expliqué le docteur Schnell, en fait c'est l'importance à la fois appeler les secours, de masser et de défibriller. Moi en fait je suis resté presque pas loin de 4 minutes sans oxygène, ce qui est énorme. Et comme on vous l'a dit, en fait, le professeur Schnell, vous avez 60 000 personnes, grosso modo. Alors les chiffres, on n'a pas une comptabilité exacte, mais vous avez 60 000 personnes qui font une mort subite par an. On arrive à en récupérer que 3% sans séquelles, enfin 2 à 3%. Donc c'est pour ça que le terme miraculé, en fait, correspond en fait à ce que j'ai vécu. Et quand en fait vous vous réveillez, que les médecins vous disent bon, vous avez fait une mort subite ressuscitée ou rattrapée, c'est le terme médical qu'on utilise pour un arrêt cardiaque, on vous annonce qu'on va vous implanter un défibrillateur. Donc moi les défibrillateurs je connaissais pas, je connaissais les pacemakers, les piles, j'avais la vision qu'on mettait ce genre d'objet qu'à des personnes qui étaient âgées. Donc à 43 ans, je me trouvais un peu jeune pour avoir un défibrillateur. Après, on m'a expliqué ce que c'était. En fait, c'est grosso modo, ça fait 5 cm sur 1 cm de largeur. Ça pèse 90 grammes. C'est en titane. Ça fait un petit. C'est miniaturisé. Vous avez de 1 à 3 sondes. Enfin, moi, j'en ai 2. Le pacemaker, la différence, ça fait de la stimulation. En fait, en gros, c'est pour activer votre cœur quand il est un peu faiblard. Le défibrillateur, normalement, il fonctionne presque jamais. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez le SAMU ou l'ange gardien, et le jour, c'est un tracker en fait qui, à tout moment, en fait, analyse votre rythme cardiaque. Quand il voit que vous faites un événement rythmique bizarre, que ça devient anarchique, en fait, il envoie des chocs pour réanimer le cœur. En fait, la mort subite, alors sans rentrer dans les détails, mais c'est souvent un problème de rythme cardiaque. Dans mon cas, en fait, c'était une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que j'ai eu un rythme cardiaque qui est devenu anarchique jusqu'à plus de 300, et quand c'est comme ça, le cœur, il s'arrête. Et du coup, il faut qu'on vous le réimplante. Et les défibrillateurs, on est en gros en France 80 000 à avoir des défibrillateurs. C'est quelque chose qui est assez récent, en fait. On n'en implante que depuis 1980, alors que les pacemakers, ça date des années 58, enfin des années 50, et vous avez 800 000 personnes en France qui ont un pacemaker. En fait, en gros, ça fonctionne, oui, c'est une pile. Vous avez 2 sondes. La durée de vie, c'est une dizaine d'années, en fait. Donc, quand la pile elle est au bout de vie, en fait, on vous change la pile. Normalement, les sondes ont une durée de vie beaucoup plus longue. On ne vous change pas les sondes parce que c'est beaucoup plus invasif et compliqué à enlever. Et après, j'ai fait un peu, sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, en fait, j'ai fait de l'éducation thérapeutique sans le savoir. Mon métier, en fait, je suis journaliste. Et quand on m'a expliqué en fait les chiffres, le ratio, qu'on arrivait à réanimer que 3% des personnes, j'ai été choqué. Et du coup, j'ai surtout en fait voulu rattraper en fait ces 5 jours qu'on m'avait volés, parce que par rapport à d'autres événements, en fait, j'ai aucun souvenir. Et donc du coup, j'ai voulu en fait, j'ai demandé à tous les gens qui ont gravité autour de moi de me dire, de m'expliquer la prise en charge. J'ai pris des notes. Ils m'ont un peu pris pour un cinglé. Et la première chose que je leur ai demandé, je crois en me réveillant, alors que j'ai failli mourir dans une piscine, c'est quand j'allais pouvoir renager. Ils m'ont dit, vous allez vous calmer, on va vous requinquer et on verra après pour la natation.
Et du coup, de cette enquête, j'ai écrit. Il en est né un livre. En fait, j'ai écrit un livre. Au lieu de raconter la vie des autres, j'ai raconté la mienne. Et après, j'ai été formé en fait en éducation thérapeutique du patient. Donc, comme on vous l'a dit, en fait, l'idée, c'est d'être acteur de votre maladie, en fait. Parce que quand vous êtes malade, ce qui a été mon cas, en fait, j'ai vécu de 21 ans à 41 ans dans le déni, en fait. Et cet exercice d'écriture, ça m'a permis de faire une introspection sur mon passé, en fait. J'ai une cardiomyopathie congénitale. J'ai perdu un de mes cousins en cours de sport quand il avait 15 ans. Ma mère, en fait, a fait une mort subite quand j'avais 24 ans. Et du coup, j'ai été un peu aux prémices en 2005 de la cardiogénétique du CHU de Lyon. C'était à l'époque le docteur Bouvagnier qui s'occupait des cardiomyopathies congénitales et infantiles, qui en fait j'étais dans un protocole de recherche et ils ont découvert un gène qui s'appelle le MYH7 sur le chromosome 14 et c'est en fait la cardiomyopathie et avec le risque de faire une mort subite. Sauf que moi, quand on a découvert ce gène, je prenais des bêta-bloquants sans vraiment trop d'effets indésirables. J'allais voir un cardiologue tous les ans, donc tout allait bien. Et donc j'étais quand vous êtes malade, vous avez à la fois ce qu'on appelle, en fait, ce que les psys appellent le modèle de deuil. C'est-à-dire qu'il faut faire le modèle de deuil de sa bonne santé, en fait. Parce que vous savez que vous avez une maladie, que vous n'allez jamais, en fait, redevenir normal, que ça peut s'empirer, mais il faut accepter votre maladie. Et donc au début, vous avez le choc de l'annonce. Après, vous avez en fait le déni, c'est-à-dire que vous dites après tout, il m'arrivera rien. Après, vous avez une période où vous êtes dans une révolte ou un marchandage, c'est-à-dire que là, on vous donne des médicaments, vous n'êtes plus trop d'accord, vous n'avez plus trop envie d'avoir des médicaments. Parfois, en fait, comme tout médicament, vous pouvez avoir quelques effets indésirables. Le cas, par exemple, des bêta-bloquants, c'est que vous pouvez avoir le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire que quand il fait très froid, vous pouvez avoir les extrémités qui, en fait, bougent moins. Et donc, vous avez l'impression d'avoir le bout des doigts ou le bout des pieds mort. Donc, c'est pas terrible. Et après, vous avez en fait l'acceptation. Donc, moi, dans mon cheminement, en fait, je suis à ce stade-là. En fait, j'ai compris ma maladie. Et c'est comme ça, en fait, que le TP, c'est important parce que ça permet en fait de faire le lien, c'est-à-dire que l'hôpital vous retape. Mais après, ce qui est important, et c'est comme ce que disait en fait la psychologue, c'est la vie d'après, en fait. Parce que vous avez été quand même dans un avion avec des grosses turbulences, donc vous êtes accroché tant bien que mal. Après, il faut réinventer votre vie, en fait. Donc moi, dans mon cas, en fait, c'était de pouvoir continuer à faire du sport. C'est savoir comment, en fait, on peut faire du sport sans se mettre en danger, en fait. Bon, après, même si j'ai mon sauveteur dans la ligne d'à côté, au bout d'un moment, je pense qu'il a autre chose à faire que de faire des massages cardiaques à chaque fois que je nage. Donc, j'ai refait du sport. J'ai fait après, je renage en fait aujourd'hui entre 3 fois par semaine. J'ai réintégré le club de natation. Je fais aussi du sport avec Club Cœur et Santé, où là en fait on est accompagné par des kinés. Où on fait par exemple de la balnéothérapie et des mouvements de gym en fait dans l'eau, de la marche, ainsi de suite. Bon, après je fais beaucoup de sport. Et je pense que le sport, et c'est pour ça que c'est important en fait, parce que quand on a des maladies cardiaques, ce qui est compliqué, c'est quand vous allez chez un médecin généraliste et vous lui dites j'ai envie de faire du sport, il vous demande quoi? Quand vous dites j'ai un défibrillateur, j'ai envie de faire de la natation, il vous dit oula, c'est bien, vous allez être sauvé par votre défibrillateur. Le risque, c'est que là, vous allez pouvoir vous noyer. Donc, il n'est pas forcément très chaud en fait pour vous faire un certificat médical. Donc ça a été un peu compliqué, mais c'est vraiment important de faire du sport et de bouger parce que le cœur c'est un muscle en fait. Donc si on ne bouge pas, on empire les choses. Et c'est vrai que la première chose que souvent en fait les malades cardiaques en fait ils s'économisent et ils osent pas faire de sport parce qu'ils ont peur. Surtout quand vous avez eu une mort subite, comme dans mon cas dans le sport. Après, vous pouvez avoir des sortes d'angoisse en fait. Mais c'est important. Et le sport, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai été quand même pendant très longtemps sans oxygène. J'aurais pu avoir des séquelles énormes. Le fait de beaucoup nager
mon corps, il avait en gros anticipé d'être contraint en oxygène. Donc quand il m'est arrivé mon problème, je me suis mis en mode guerrier protection. Et c'est pour ça que en haut, aujourd'hui, en bas, partout, tout fonctionne. Et le sport, en fait, ça a vraiment été, c'est ce qui m'a sauvé. C'était un exutoire, c'est une école de vie, en fait, aussi d'espoir. Et puis montrer que on peut faire du sport même en étant un peu cabossé, c'est autrement important, en fait. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai un peu une dette envers la vie. Donc, comme je suis en fait vivant, je fais beaucoup de choses pour militer, en fait, pour les gestes qui sauvent. En fait, c'est ce qui est très très important parce que quand vous appelez le SAMU, en fait, vous avez, alors tout dépend où vous êtes, mais il faut 10 à 15 minutes pour faire venir les secours. Et si vous n'avez pas de personnes qui, comme vous êtes certains, à être formés au massage cardiaque, à faire les massages cardiaques, à utiliser un défibrillateur, pour la personne, c'est compliqué. Et du coup, aujourd'hui, je milite pour ça. Et d'ailleurs, mon parcours a fait que j'ai eu la chance, il n'y a pas très très longtemps, en fait, d'être choisi par le comité Paris 2024 et le groupe BPCE pour porter la flamme et être un des relayeurs, en fait, le 12 juillet, je crois, en Côte d'Or, pour porter une partie de la flamme. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si c'était beaucoup par là les questions souvent. Ah, non, c'est là. Je voulais savoir, en étant formé vous-même en éducation thérapeutique, est-ce que vous avez un rôle particulier auprès des patients ou est-ce que vous faites des fois des conférences ou justement des conférences avec les patients? L'éducation thérapeutique, c'est vraiment aux prémices. Moi, en fait, dans le cadre de ma maladie cardiaque rare, j'ai fait partie, en fait, on était 11 patients en France à avoir des maladies cardiaques différentes. Donc, on était 2 à avoir fait une mort subite. Il y avait d'autres personnes qui avaient des amyloses, des personnes qui avaient des insuffisances cardiaques, une greffée. Enfin, c'était que des malades cardiaques. Et on a été formés, en fait, en éducation thérapeutique. Ils se sont rendus compte que c'est important de mettre un patient, en fait, dans ce dispositif où c'est des ateliers, pour que les gens deviennent acteurs, parce que quand vous êtes dans un hôpital, vous avez des fois vous avez des barrières psychologiques, et c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez dire à un patient entre patients, parce que vous avez vécu la chose et que vous n'osez pas dire à votre docteur ou à un cardiologue. Et du coup, l'intérêt, c'est en fait les gens d'avoir une approche ludique. Par exemple, dans les défibrillateurs, l'exemple... c'est un dispositif qui est très intelligent, mais il faut faire attention parce qu'il peut avoir des interférences et avec les vibrations, les ondes. Bon, après, tout ce qui est téléphone portable et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est par exemple, vous ne pouvez plus passer sous un détecteur de métaux ou faire de la soudure. Bon, après, je ne fais pas de la soudure tous les jours, ou des systèmes électromagnétiques importants que vous avez surtout dans des grosses entreprises. Mais après, ça peut poser plein de questions chez un patient, c'est-à-dire, il peut se dire, est-ce que je peux faire du sport? Vous avez des gens qui, par exemple, en rencontrant des patients, vont dire, est-ce que je peux passer mon taillé parce que ça fait des vibrations et je ne vais pas avoir un choc? Et du coup, la filière cardiogène a mis en place avec des patients une sorte de trivial poursuite, où vous avez des thématiques, le sport, le travail, parce que ça a aussi une incidence sur le travail. Parce que vous avez certains patients, moi j'ai pu reprendre mon boulot normalement, après vous avez certains patients selon ce qu'ils font, si par exemple s'ils sont soudeurs, ils bossent dans une entreprise où il y a beaucoup d'interactions avec le défibrillateur, ou si par exemple vous êtes conducteur, ne serait-ce de bus, vous ne pouvez plus refaire votre métier après avec un défibrillateur. Donc le défibrillateur, c'est pas une maladie, en fait c'est intégré, en fait vous avez votre maladie, mais après c'est des choses légales, notamment pour la conduite d'assurance. Et c'est pour ça que c'est important en fait l'éducation thérapeutique, parce que ça permet au patient en fait de comprendre sa maladie en fait et de comprendre les stades où il va être et de comprendre en jouant en fait et en dédramatisant ce qui peut être dramatique, parce que vous avez différentes maladies, mais c'est sûr que quand vous avez comme je dis le club des miraculés dont je fais partie, c'est vrai que quand vous avez fait une mort subite, vous pouvez avoir beaucoup de... Ça peut être compliqué en fait. C'est-à-dire que vous êtes retapé, mais après, au point de vue psychologique, ça peut être compliqué. Et ça, c'est l'intérêt en fait de pouvoir en fait continuer à avoir une vie comme tout le monde.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là, c'était assez complet quand même, effectivement, je pense. D'où l'intérêt. Alors, c'est pas présenté comme tel, mais voilà, souvent on dit en ETP, en éducation thérapeutique, on dit patient expert. Donc, on était très heureux que les organisateurs aient pu faire venir un patient expert parce que je pense que il y a qu'eux qui peuvent avoir cette parole, voilà, en gros. Donc, je sais pas si tu rajoutais quelque chose. Non, je tenais à vous remercier très chaleureusement. Donc, c'est vrai que votre témoignage est essentiel pour nous tous. Il montre bien, finalement, la pratique du sport, il y a tellement d'avantages, finalement, au niveau santé, mentale, physique, etc., qu'il est primordial, notamment, d'autant plus chez les patients qui ont peut-être une petite prédisposition de maladie cardiaque, finalement, de les encourager et de les accompagner donc, pour une pratique sportive soutenue. Et je suis très heureux parce qu'actuellement les barrières se lèvent. Il y a 10 ans, vous l'avez très bien dit, il y a 10 ans, oh là là, t'es cardiaque, ne bouge pas, joue du piano, joue aux échecs, mais surtout ne fais pas de sport. Alors que maintenant c'est l'inverse. Donc on veut vraiment, on essaie de lever les préjugés et puis donc d'encourager. Et vous êtes franchement un beau témoignage de ces actions. Merci encore. Merci. Merci, on peut applaudir.